Tout ce qui est libre arbitre, tout ça, on n'en a pas forcément énormément et je pense que je suis la somme de toutes mes expériences et les événements de ma vie. Je suis assez contre tout ce qui est travaux dans une sous-location, meubler des sous-locations. C'est pour avantager aussi le propriétaire, donc ça fait partie de tout le business en fait. Dans le bail, on va dire que le propriétaire, il peut me virer en 3 mois sans justification particulière. Le but, c'était d'aller à l'essentiel pour décorer, embellir l'appartement avec le moins de choses possible. Là, techniquement, si je revends ma société, j'ai plus besoin de travailler pendant 2-3 ans et qu'en niveau de vie est tout à fait correct. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast authentique et j'ai le plaisir d'avoir un gars authentique en plus je crois aujourd'hui, c'est le cas de le dire. Antoine, merci de me faire l'honneur de te prêter au jeu de cet épisode avec moi, on va passer une heure ensemble, ça va être cool donc déjà merci beaucoup. Ouais, merci à toi, ça fait super plaisir que tu m'invites sur un petit podcast, ça fait un bout de temps que je te connais, etc. Donc ça faisait plaisir. Ouais, non mais c'est cool, plaisir partagé, ça me fait plaisir. On va décortiquer un petit peu ton parcours, parce qu'en plus toi tu es ultra jeune, donc je pense que ça va être d'autant plus inspirant. On va regarder un petit peu en détail, donc comme d'habitude chez Authentique, je vais te laisser te présenter et puis je vais me mettre dans la peau d'un auditeur et je vais essayer de rebondir un petit peu sur ce qui me semble pertinent. On va essayer de donner un petit peu de valeur, un petit peu de contenu à tout ça, donc écoute. À toi l'honneur, c'est toi la star de la journée. Allez. Dis-nous un petit peu qui tu es, ce que tu fais, et puis on va aller chercher tout ça. Ok, du coup je m'appelle Antoine Proust, j'ai 23 ans demain. Okay. Et bon anniversaire en avance. En avance. Et je suis connu entre guillemets sur les réseaux sociaux par rapport à la sous-location professionnelle. C'est un business que j'ai depuis 2 ans. Et c'est sur ça que je me suis spécialisé après avoir commencé un petit peu dans l'investissement immobilier à la base. Donc voilà, après on peut détailler pas mal de choses sur tout le parcours. On va rentrer dedans. Parce que là, tu vas avoir, on va arrondir 23 ans. Ouais. Ça fait 2 ans que tu es dans le monde un petit peu de l'IMO. Un peu plus l'IMO du coup. Un petit peu plus location, même. 2 ans, Okay. IMO un peu plus. IMO, tu dis combien de temps à peu près là, grosso modo IMO, j'ai commencé en 2021, tu vois, donc plus 4 ans. Plus 4 ans, ok. Ouais. Donc tu avais 19 ans quoi. J'ai acheté mon premier appartement, j'avais 19 ans. Ok. Eh ben écoute, on va rembobiner un petit peu. Ouais. Antoine, 18 ans, tu sors du bac, j'imagine. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est quoi ta vie à ce moment-là? C'est quoi tes raisonnements? Tu tombes pas dans l'IMO comme ça par hasard. Tu viens d'où? Tu t'es prédestiné à faire quoi? Ouais, si tu poses la bonne question parce que effectivement, c'était pas du tout ça. Moi, j'ai fait un bac S classique. J'étais un élève moyen. Sorti du bac, moi je voulais faire vétérinaire comme mes parents. Tes parents sont véto? Ouais, tous les deux. Mes parents, donc ma mère a profession médicale, mon père et mon beau-père sont véto. D'accord, ouais. Donc je suis vraiment là-dedans. Ouais. J'ai fait tous mes stages, etc. Là-dedans, je me suis dit, ok, let's go. Par contre, j'avais pas les bonnes notes pour faire prépa. En tout cas, j'avais aucune chance en prépa, honnêtement. Parce que c'est un métier assez difficile, je jure. C'est un haut niveau quand même d'être vétérinaire. Enfin, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, je me suis dit, je vais à l'étranger en Roumanie pour aller faire mes études véto. Donc, c'est sur dossier. À partir du moment où tu as une moyenne correcte au bac, tu peux être accepté là-bas. C'est payant, 5-10 000 € l'année. Et tu fais tes études là-bas, ça dure 6 ans. Ok. Donc je pars en Roumanie. Donc tu pars, tu fais ton bac et tes parents te disent ok, ils te payent cette année-là, tes parents, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et ils t'envoient en Roumanie et toi t'es chaud à 18 ans de partir en Roumanie? Ouais, en fait c'est que j'avais pas vraiment le choix, je voulais faire ça. Donc c'était à tout je pensais que je voulais faire ça. Donc c'était let's go. Donc j'arrive là-bas, je commence les études. Bon, je me rends compte que, au début en anglais là? C'est en français. Ah, c'est en français quand même. Il y a les deux, mais okay. Moi j'ai fait en français. Okay. Je me rends compte qu'au début, je me fais plus croire à moi-même que je kiffe ça plus qu'autre chose. Puis au bout d'un moment, ça commence à me peser. Je me rends compte aussi que quand tu es vétérinaire, à part si tu es vraiment excellent, mais c'est comme dans tout, tu n'es pas forcément ultra bien rémunéré. Tu passes aussi, tu travailles beaucoup. Ouais. Donc je me suis dit, peut-être que c'est pas pour moi. Et au milieu de l'année, je commence à moitié abandonner. Je continue l'année vite fait et puis après je me dis ok, je rentre en France mais je sais pas du tout ce que je vais faire. Et à l'époque je regarde pas mal de vidéos sur YouTube, je suis en mode il faut que je trouve un truc et tout. Je me suis dit, la réflexion que je me suis fait c'est je veux gagner de l'argent mais je veux pas faire un coup, je veux être sûr de gagner de l'argent. Et qu'est-ce qui est sûr, tu vois, en France, voilà, je me suis dit ok, immobilier, on le voit, il y a plein de gens qui gagnent, il y a moyen de faire des trucs.
Ah, tu te dis déjà ça à 18 piges, quoi, comme Ouais. ça. Ouais, Ok. ouais. Mais même dans mon enfance, je me suis toujours dit, quand je vois les volumes de transactions sur des grands biens immobiliers, tu vois, des trucs à des millions, je me dis, il y a forcément moyen de gratter des petits 100 000 par là. Je me suis dit, il y a un truc à faire. Ouais, bien sûr. Toujours dit ça. Et donc là, je rentre en France. Fallait bien que je trouve des études parce que sinon mes parents ils allaient pas trop être d'accord déjà que Ouais, bien sûr. je partais de ça, c'était un peu compliqué à avouer le truc. Et du coup je me suis dit BTS profession immobilière classique. Ok. Voilà. En même temps que je commence mon BTS profession immobilière, j'achète une formation Ok. sur l'immobilier. Yann Darwin d'ailleurs, merci. Très formation, Très bien la formation, etc. C'est vraiment but vraiment formation, c'est-à-dire module vidéo Ouais, et bien puis sûr. on te laisse te c'est de la débrouiller. connaissance théorique pure Ouais. et dure, quoi. Ouais. Donc j'ai beaucoup, en fait j'avais surtout la dalle d'aller sur le terrain et du coup j'ai pratiqué à fond, je suis allé sur le terrain, j'ai fait plein de visites, etc. Et c'est vraiment là où j'ai appris à avancer par rapport à Mais ça. moi, il y a déjà une question qui me vient. Tu rentres, BTS, profession immobilière, etc. Tu me dis formation. Ouais. Ça a un coût, une formation comme Ouais. ça. C'est quoi le mindset? Parce qu'un gamin de Ok. 18 ans qui est prêt à mettre, je pense que c'est en milliers d'euros, c'est pas en centaines d'euros. Ouais. Comment tu te dis, parce que ça, aujourd'hui, c'est le quotidien de plein de personnes. Ils le font pas parce que je mets pas 1000, 2000, 3000, 4000 euros dans une formation, c'est Carrément. pas la peine. Comment toi, à 18 ans, tu juges déjà ça comme étant un prérequis nécessaire? Et pour le faire en plus. En fait, je me rends compte que, tu vois, je regarde beaucoup de chaînes YouTube, etc. Ouais. Donc, je commence à me rendre compte qu'il y a des choses que je connais pas Ok. et qu'il va falloir que j'ai des informations quelque part, sinon ça va pas être possible. Et puis, quand tu commences à te renseigner un peu, voilà, forcément, tu tombes dans le truc et puis tu te dis, OK, il faut que je me forme. De là, bon, j'ai fait une grande partie CPF. Oh, mais ça après, ouais, Voilà, bien sûr, peu importe. CPF que j'ai pu avoir. Et puis, je me suis formé comme ça. Ouais. Donc, ça a été vraiment, j'ai trouvé des solutions. Et de toute façon, moi, je pars toujours du principe, quand on veut un truc, on peut l'avoir. Enfin, on a toujours des solutions. Ouais, Quoi. bien sûr. Ouais. Donc, immobilier. Je commence en 2021, je fais mes premières visites. Rapidement, j'achète du coup BTS profession immobilière alternance. Alternance un peu compliqué pour avoir des crédits quand même. Ouais. Je me renseigne un petit peu et puis je prends un petit CDI de 19h à 22h tous les soirs quasiment Ok. dans un livreur de pizza, tu vois. Ok. Il y a 600 € par mois. Et en CDI du coup. Ouais, Ok. CDI, ouais. Je me dis, le but, c'est le calcul, c'est très simple. Le loyer plus mon petit CDI, ça doit faire, tu vois, pour faire mon calcul d'endettement, donc 33% par rapport à ça, enfin 35% par rapport à ça. Donc, tu vois, ça fait grosso modo 1200 € de revenus. Je peux avoir un crédit de 300-350 € par mois. Je vais sur un appartement à 65 000 €. Ouais. Et puis, je fais un petit projet comme ça. Ça marche bien, je le rénove. Il y a une belle plus-value dessus, tu vois. Il vaut 90 000 €. J'ai eu à 65 000 € avec les travaux compris. Je me dis que 65 000 € de travaux compris. Ouais, travaux compris, ouais. Tu l'achètes comme en nom propre? Ah ouais, Tout seul? LMNP, tout seul, Ouais. ouais. Et tu Juste galères pas à te faire parents cautionnaire. Ah, parents cautionnaire. Et puis après, avec mon petit CDI et mon alternance. Ouais, ça le fait. Et là, un peu d'argent de côté, du coup, que j'avais toujours économisé. Tu mets combien dans le projet à peu près? J'ai mis 4 ou 5 000 € Ok. d'apport, juste les frais de notaire. D'accord. Ma banquière n'a jamais financé les frais de notaire. Et c'est passé du premier coup, du coup? Ou tu as dû faire plusieurs banques? Ou ta banque de base à toi, tu as suivi? Ma banque de base m'a suivi, c'est celle avec laquelle j'ai fait tous mes projets. Ok. C'est Crédit Mutuel et ça a toujours été le mieux pour moi. Je sais pas si toi t'en as plusieurs. J'en ai plein, mais Ouais. oui, c'est vrai qu'en plus en ce moment, c'est vrai que tu le dis, c'est mon plus gros partenaire aujourd'hui, c'est Crédit Mutuel. Ouais, il y a aussi Crédit Agricole qui est pas mal. Crédit Agricole qui est bien, CIC qui est pas mal. Après, t'en as pas mal. Caisse d'épargne aussi qui est bien aussi. Ouais, non, c'est pas mal. Donc voilà, premier projet, belle plus-value. Je me dis, il y a moyen de continuer. Bon cash flow correct, 150 € par mois. Parce que tu le fais dans quelle optique ce projet? Tu te dis, je vais le louer en courte durée, en meublé, en longue durée. C'est quoi l'objectif de ce premier projet quand tu l'achètes? Alors, ou un achat-revente, c'est quoi? Tu l'achètes dans quel but? Ouais, louer. Ouais, de louer en location meublée classique, de faire un petit cash flow et de réenchaîner. On est encore à la fin de la période où on dit ok, on peut enchaîner à fond les appartements. Il y a sans encore jamais... des taux pas déconnants et tout. Ouais, c'est ça. Après, le calcul de l'endettement, c'est là où il a commencé à être modifié, ça a commencé à être compliqué. Mais moi, j'étais en mode, allez, je vais continuer à acheter de l'immobilier. Ouais.
Donc, je fais ça. Je me rends compte qu'avec mon alternance et mon petit boulot à côté, ça va pas être possible de continuer comme ça. Ça va être chaud, ouais. Du coup, j'étais en région parisienne. Je me dis, OK, tant qu'à faire le pas, je déménage, je vais dans le sud. Et je trouve un tu l'as fait en boulot. région parisienne, du coup. Ouais, c'est ça. Ok. Pas, à 1h30 de route c'est ça. Paris. Donc, Ouais. avec des prix intéressants. Et je vais dans le sud, je déménage et je trouve un CDI correctement payé. Mais Et du coup, puis, tu avais fini ton voilà. BTS alors pour déménager? J'ai arrêté mon BTS. Ah, t'as arrêté ton BTS. Ouais, mais ça allait pas assez vite. Et pourquoi du coup? Alors, plusieurs choses. Ça m'intéresse ça parce que. J'apprenais rien en cours. Ouais. Déjà, c'était une école de commerce assez classique sur Paris. Ouais. Les élèves n'étaient pas très motivés. Et puis moi, j'allais en cours et en fait, c'est limite si j'apprenais des choses aux autres élèves, etc. Ouais. J'étais moi le prof, je savais de quoi on parlait. Et du coup, c'était vraiment la passion de base qui m'a amené à avoir pas mal de connaissances. Donc, ça servait à rien que je continue, quoi. Ouais, Puis en plus, je me suis rendu compte aussi que si tu veux faire agent immobilier, ok, c'est bien de faire un BTS profession immobilière pour avoir des bases, etc. Tu peux le faire quand même sans, quoi. Ouais, bien Tu sûr. vois. Donc, il y en a plein qui commencent sans études. Donc, je me dis, ok, j'arrête. Tu plaques ça. Et tes parents, ils vivent comment ça que tu replaques ça du coup? En fait, je leur ai toujours dit, si je veux arrêter, c'est pour faire plus que ce Hmm. que je fais, parce que j'ai pas l'impression de bosser assez, j'ai pas l'impression de faire assez. Donc, donc ils m'ont assez fait confiance. Quand j'ai commencé à acheter mon premier appartement, ils se sont dit, ok, il peut il est réussir pas à en train faire de des trucs, dériver tu vois. dans je vais glander, etc. Ouais, je vais et tu errer, vois, mais je je me bosse suis quoi. débrouillé tout seul. J'ai fait mes travaux. Ils m'ont aidé un petit peu, mais voilà, j'ai loué mon appartement tout seul. T'as tout fait tout seul. Ils ont vu que j'étais capable de faire 2-3 trucs, quoi. Et les travaux, t'as réussi à gérer tout seul ou t'avais délégué un peu quand même? J'ai délégué isolation placo, des trucs comme ça. Ah oui, il y avait quand même de la réno, c'est important. Ouais, quand j'ai fait parce qu'on était au dernier étage, j'ai fait le plafond. Ah oui, t'as fait le J'ai plafond, refait ouais. le plafond parce qu'on était en même. Sous E combien? ou F. Ouais. Donc je préférais faire ça. Et puis après, tout peinture, le sol, Ah, t'as tout fait toi-même? la cuisine. Ah, donc tu touches quand même un petit peu quand même. T'es débrouillard quoi. Débrouille. T'as appris sur le tas quoi. Ouais, c'est Ouais. ça, débrouille, t'achètes les trucs, tu vois comment. Tu regardes des petits tutos. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, mais c'est pas tout le monde qui a déjà cette mentalité J'avais envie. de y aller. Ouais, t'avais l'envie tout Ouais. simplement. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas de secret. C'est ça. Faut avoir la dalle quoi. Exactement. Ouais. Exactement. Donc, tu arrives dans le sud. Ouais. J'avais visé, du coup, le sud de la France, c'était là où je voulais Et habiter. sud Côte d'Azur ou sud-ouest? Justement, ouais, parce que je voulais habiter dans le sud, parce que voilà, les températures, etc., j'en avais marre de Paris. C'est bon Et mais je me suis dit, bon, si je vais à Cannes, etc., je suis mort pour l'immobilier. pour les prix, ouais, c'est pas bien là. Et un appart de 100 000 euros, non, ça y est. C'est ça, ouais. Donc, je vais plus vers l'ouest, tout ce qui est Perpignan, Narbonne, Béziers, Carcassonne, Ouais, je etc. vois bien, ouais. Et puis direct, après, je continue à racheter, quoi. Les prix ils étaient intéressants là-bas, donc je me suis dit. Donc t'arrives là-bas, t'achètes, mais du coup tu refais un. Enfin moi, je vais pas dire que ça me choque, mais c'est quand même pas rien de plaquer tes études, plaquer ta famille. T'avais une copine à l'époque, tu pars tout seul. Ouais. Donc toi tu pars comme ça, coup de tête, tu déménages à 800 bornes, tu vas t'installer, tu retrouves un appart, Connais tu fais ta personne, life, ouais. pas d'amis, rien sur place, Ouais. j'imagine. Et c'est pas chaud psychologiquement? Parce que je là, l'ai pas tu vu comme racontes ça, en fait. comme, voilà, En comme- fait, la raison pour laquelle je l'ai fait, c'est aussi parce que je l'ai pas vu comme ça. C'est parce que je l'ai vu en mode c'est chaud psychologiquement de rester là où j'étais, quoi. Ah, ok. Et donc j'étais obligé, en fait. Si je voulais quelque chose d'autre, il fallait que j'aille autre part. Il fallait que je fasse autrement. Et ça t'a pas inquiété de t'éloigner de ton premier bien? Parce qu'il y en a, ils sont en panique d'être loin Bah, de leur appart pour la gestion, machin. Toi, ça t'a jamais inquiété? Franchement, locataire impeccable, jamais Ouais. eu de soucis. Donc franchement, non. Ouais, t'étais tranquille. L'opération était faite, le locataire était en place, tu pouvais partir, quoi. Ouais, et puis c'est un locataire qui est encore dans l'appartement et il bouge actuellement, pas, ouais, donc, toujours payer son loyer à temps. Voilà. Ouais, tranquille, quoi. C'est une opération, Donc, c'est sereine, quoi. Ouais, c'est vraiment un truc de base, ça. Ouais, c'est passif, c'est mis en place et ça bouge plus, quoi. Ouais. Ouais, ok. Donc t'arrives dans le sud, et là tu te dis quoi? Parce que je vais rattaquer l'IMO, mais t'as plus de job, t'as plus d'alternance, c'est Jean Delis. Donc c'est quoi les premiers plans que tu fais? Alors, en partant de Paris, je trouve un boulot sur place. Donc en fait, je fais un aller-retour genre une semaine avant Ouais, ok. pour faire l'entretien, pour voir, etc., le contrat, etc. Je suis pris et du coup, j'arrive dans le sud avec un boulot. Ouais, t'as le boulot qui t'attend. Ok. C'est quoi comme type de boulot?
C'était un boulot de commercial avec un fixe. D'accord. Obligé pour Limoges, c'était un critère indispensable. Ouais. Et donc, j'arrive dans le sud, je commence le boulot et tout. Au bout de 13 jours, je suis viré. Ah ouais? Ouais. Ouais, commercial, moi, c'était pas mon truc, c'était le C'est ce que j'allais dire. Comment t'as fait pour trouver ce job alors que t'as pas du tout d'études de commercial? C'est des entreprises, tu vois, qui font du porte-à-porte, tu sais, dans tout ce qui est panneaux solaires, pompes à chaleur, ce genre de choses. Et ils font du volume avec les commerciaux. Donc, ils recrutent pas mal, ils virent pas mal, et puis ils gardent les meilleurs, quoi. C'est vraiment les strates. Du turnover, bien sûr. Et donc j'ai été recruté facilement et je suis parti aussi facilement. Voilà. De toute façon, ça me plaisait pas et je le sentais. C'était pas mon truc, quoi. Et au bout de 13 jours, viré, donc plus rien. Et je suis dans le sud, voilà, à Narbonne, dans un petit appartement. Et voilà. Et donc là, ça commence la débrouillardise, quoi. C'est là, ça cogite un peu. Là, c'est directement. De toute façon, moi, j'ai toujours été à l'attaque. J'ai pas attendu une seconde qu'on me donne quoi que ce soit. Ouais, tu t'es pas apitoyé sur toi-même, quoi. J'ai pris le premier truc. J'ai fait toutes les agences d'intérim à la ronde. J'ai commencé à faire de l'intérim. Ouais. Ça m'a permis avec mon solde tout compte plus mes intérims, ça m'a permis de continuer un petit peu. Au bout de 1 mois plus tard, je retrouve un CDI. Ok. En faisant tout le temps des démarches pour trouver du boulot. Et je retrouve un CDI plutôt correctement payé, puisque pas de compétences de base, c'était 1800, 1900 euros par mois. C'est honnête, ouais. Donc, j'étais cuisinier. Ok. Et puis, je démarre dans ce nouveau boulot. Ouais, on avec le CDI en poche, quoi. Ouais, CDI en poche, là, l'idée immobilier. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas la cuisine, l'objectif, là. Non, et puis ça me plaisait pas forcément énormément. Ouais, bien sûr. Tu l'as pris par sacrifice parce que tu voulais continuer à investir, quoi. Ouais. Donc là, tu rattaques l'IMO, là. Là, ça recommence, l'immobilier, et je me dis, à l'attaque, vas-y, je vais trouver des appartements. Du coup, je cherche, je fais énormément de visites aussi. Ouais. Je pense que j'en fais une trentaine en 1 ou 2 mois. Ok. Et c'est formateur pour toi, ça? Ouais. Ça m'intéresse un peu ton avis, parce que tu as fait beaucoup de visites, limite plus que moi. Parce que j'ai des profils comme ça qu'on font très peu. Moi, je fais partie de ces profils-là, et j'ai d'autres profils qu'on font beaucoup. Ouais. Tu vois, moi, j'en fais 2, 3 et j'achète, tu vois. Donc, justement, c'est quoi un peu ton avis là-dessus? Toi, tu penses que c'est très formateur? Tu penses que des fois, tu pourrais peut-être plus... Tu préfères filtrer avant ou aller directement les voir sur le terrain pour prendre des infos, de faire du réseau? C'est quoi l'avantage, inconvénient d'en faire autant, tu penses, toi? Alors, moi, commençant avec peu d'expérience, jeune, etc., c'était ultra formateur d'un point de vue relationnel avec les gens. En plus, moi, très introverti à la base. Discuter avec les gens, négocier, essayer de comprendre, tu vois, ce que les agents immobiliers disent, et puis bien sûr, ça te rends compte que, classique. Et donc, très formateur par rapport à ça. Aussi, on apprend pas mal en discutant avec les gens, de toute façon, sur tous les biens, sur tous les détails de l'immobilier, de toute façon. Ouais. Donc, non, franchement, moi, je le conseille. Après, c'est vrai que plus ça va, moins je fais beaucoup de visites. Ouais. Et t'as l'œil aussi. Il y a des trucs que j'ai visités au début que j'aurais pas visité aujourd'hui. C'est normal. Mais ouais. Non, mais c'est pour ça que je vais te poser la question. C'est intéressant, mais c'est ce que j'avais en tête aussi. Faut pas hésiter à faire quand tu débutes. Tu vois, pour tous ceux qui nous regardent, faites. Même si des fois tu dis mais il est peut-être pas. Allez voir, on sait jamais. Il y a peut-être un compte qui est pas compris dedans. Il y a peut-être aussi le gars qui va dire moi en fait je cherche ce type de produit. Ok, j'en ai peut-être un qui va rentrer, etc. Exactement. Ça permet aussi de prendre un peu plus de place, un peu plus de confiance en toi, de parler aux gens. Donc c'est important. Et après oui, avec le temps tu filtres parce que t'en fais plus autant, mais c'est important de faire des visites, moi je pense. Passer à l'action, il faut se bouger en fait. C'est ça, c'est-à-dire que ça coûte rien et que si tu veux avancer le plus rapidement possible, t'as quoi mieux de faire que d'être sur le terrain avec des gens du terrain, quoi. Tu rencontres des marchands de biens, tu rencontres des agents immobiliers, des propriétaires. Comme tu le dis, tu fais des connexions aussi pour des nouveaux biens. Que tu ne fais pas chez toi, en étant tout seul dans ton coin. Oui, c'est sûr. Ça, c'est super. Et puis au début, tu procrastines parce que tu te dis, ok, il est pas assez bien cet appartement, je vais pas le visiter.
Mais ça coûte rien. Arrête de procrastiner, va le visiter. Et puis... Ouais, fais-le, même si c'est pas la part de ta life, peut-être que tu passeras au suivant, mais tu auras peut-être retiré au moins un truc, tu auras peut-être un conseil, une connexion, un nom qui aura été glissé. C'est sûr, d'ailleurs. C'est toujours à faire, mais c'est certain même, Ouais, c'est certain. ouais. Et c'est un effet cumulé, de toute façon, ce monde est un effet cumulé. Ouais. Tu vois pas la différence pendant 2 mois, mais au bout de 2 ans, tu vas la voir la différence. c'est sûr. Ton nom circule partout, tu sais que tu cherches partout, et finalement, après, tu as des coups de fil à droite à gauche. Bah tiens, j'ai rentré ça, je sais que vous cherchiez ça. Les gens disent la chance, tu l'as trouvé en off-market. La chance, c'est ça. Alors que pendant que j'étais en train de me casser le cul là, à en visiter 30, bah toi tu faisais rien, tu vois. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir cet effet cumulé là-dessus. Ouais, c'est clair. Et tu finis par trouver Et ben je finis par trouver alors c'est lequel que je trouve en premier? Ah oui, un appartement en résidence à Carcassonne, assez classique, direct propriétaire, plutôt bon prix. 41 mètres carrés, 52 000 euros, quelque chose comme ça. Ok. Et tu vois, un petit réno entre 5 et 10 000 euros. Et puis après, location aux alentours de 600 euros par mois. Le but, en fait, que je me disais, c'est de refaire la même opération. Ouais, bien sûr. Ouais. D'augmenter mon patrimoine aussi avec les plus-values. Et puis d'avoir des revenus supplémentaires, un petit peu de cash flow, quoi. Ouais, donc des tickets d'entrée qui sont abordables pour tout le monde, je pense. Ça te fait un ticket d'entrée à 75 000, grosso modo. 70, ouais. Ouais, c'est ça. Donc tu dis, tu es en dessous la barre symbolique des 100 000. Ouais. Petit ticket. Ça te permet d'enchaîner, d'être finançable parce que c'est pas trop gros. Du coup, d'un point de vue bancaire, si on veut un peu de détails, j'imagine que tu hypothèques même pas, c'est que société de cautionnement qui te suit sur ce type de produit. Et donc, c'est vachement simple à avoir. Tu galères à l'avoir ce prêt-là avec ton OCDI ou pas? Non. Celui-là, ça va. Celui-là, ça va. Je sens qu'après, ça sera ouais, on va en discuter, mais celui-là, ça va. Okay. Et ma banquière, c'est vraiment, ça a toujours été top. Les loyers, elle les considérait à 100%. Ok. Ce qui est assez rare. Ah, c'est même quasi rare. J'ai fait, et puis c'est pareil, les rendez-vous bancaires, pour trouver mieux, j'ai fait 30 banques et je suis revenu à ma banque de base, quoi. Ah ouais. Donc c'était vraiment que j'avais des gros avantages avec cette banque-là. Mais t'as quand même un sacré mindset quand même pour faire tout ça. Enfin, je sais pas si tu t'en rends compte avec le recul ou pas, mais qui va taper 30 banques pour revenir à sa banque principale juste pour tenter, voir, parce que j'imagine c'est pour voir si tu avais des meilleures conditions ailleurs, etc. C'est rare les personnes qui font ça. Encore une fois, je n'ai pas le choix. Je suis tout seul dans le sud, j'ai rien à faire d'autre. Mais je suis d'accord avec toi, mais c'est ouf quand même. T'as beaucoup de gens qui sont seuls, qui n'ont rien à faire et qui sont incapables de faire ça. Ouais, je sais pas. Tu penses que c'est quoi qui te drive? Parce que moi, ça m'intéresse. Parce que tu as un sacré mental. Moi, j'admire les personnes qui ont des mentales comme ça. Je trouve que c'est ceux qui vont le plus loin et t'en es la preuve. Mais c'est quoi qui te drive pour ça? Parce que tu me dis, et j'ai pas le choix, je suis tout seul. Mais je suis d'accord avec toi. Mais t'en as plein qui sont dans ton cas, tu vois. Je sais pas si ça va être très sexy à dire. Rien de sexy, tout est authentique. C'est ça qui compte. Moi, je fais partie des personnes qui pensent que tout ce qui est libre arbitre, tout ça, on n'en a pas forcément énormément. Et je pense que je suis la somme de toutes mes expériences et les événements de ma vie. Et donc, en fait, c'est une somme de mon conditionnement, de mon éducation, de ce que j'ai vu. Enfin, vraiment de l'intégralité dans chaque détail qui a fait que j'étais en mode il faut que je gagne de l'argent, il faut que je me bouge le cul, il faut que j'ai la vie que j'ai envie d'avoir. Et voilà, donc c'est vraiment le fil de mon existence qui m'a mené à là, quoi. Ouais, c'est ça, ok. Je pense, vraiment. Ouais, c'est animé profondément de te sortir de là, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça, vraiment dû à mon enfance aussi, parce que voilà, j'ai des parents qui ont des professions qui sont considérées quand même prestigieuses en France, etc. Derrière, on roulait pas en Porsche, quoi, tu vois. Non, j'ai eu une enfance tout à fait correcte, etc., une bonne éducation. Maintenant, on n'était pas là non plus tout le temps. Oui, ça suffit pas pour que toi, ta vie d'adulte roule sur l'or tout seul sans rien faire, quoi, très clairement. Non, mais ça, c'est important de l'avoir en esprit parce que souvent les gens disent ton père était médecin, il était véto. Oui, non, mais c'est pas parce que tes parents avaient un bon cadre de vie que toi, derrière, ça va te dérouler le tapis rouge et que si tu te bouges pas le cul, il va rien se passer. Ouais, c'est intéressant. Ok, super, très clair. Donc, tu trouves cet appart? Ouais. Donc je trouve cet appart, je le rénove. Au final, je me dis le Airbnb c'est pas mal. C'est là où je rentre un petit peu en contact avec toi. Ouais, je me souviens. Parce que je voulais me former sur la partie Airbnb. Donc parce que il y a plein de trucs à connaître, plein de détails. Donc ça m'a beaucoup servi, ne serait-ce que savoir comment fonctionnent les plateformes, comment me faire tes annonces bien, qualitatives, etc. Donc je me forme, hop, je le mets Airbnb.
Ouais. Ouais, ça t'a aidé. Bah, Ça t'a rassuré? Ça t'a fait quoi par rapport parce qu'il y a quand même tout un. Bah, de toute façon, tu le sais maintenant aussi bien que moi, t'en fais beaucoup. C'est comme un process qui est quand même très différent et qui est surtout très important en Airbnb. Les process, c'est quand même différent. Tu les as pas en location longue durée. Ça t'a servi là-dessus un petit peu? Ouais. Le gros truc, en fait, ce que je me suis toujours dit, c'est le manque à gagner, en fait. C'était que des calculs ultra pragmatiques dans ma tête d'argent à ce moment-là, où je me disais, OK, si je fais ça, je gagne combien? Si je fais ça, je gagne combien? Et la formation, c'était clairement, si je me forme pas, je vais mettre plus de temps à mettre en place mon annonce. Je vais peut-être faire des erreurs qui vont me coûter plusieurs centaines d'euros. Alors que si je me forme direct, je peux exploiter directement, je peux faire un maximum de rentabilité directement. Et voilà, et donc juste le calcul financier était le plus intéressant sur la partie formation. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Donc c'est pour ça que je me suis formé, ça m'a énormément aidé. Et puis dans la foulée, je retrouve un deuxième appartement. Donc du coup, ce premier-là, tu le lances en Airbnb. Et du coup, ça s'est même passé un petit peu différemment. En même temps que je finis d'acheter l'appartement. Ouais. Donc on signe, je re-signe un compromis pour un autre appartement. Un autre qui s'enchaîne derrière. Ouais. Voilà, donc celui-là, beaucoup moins cher, 33 000 euros. Dans le 35 mètres carrés. Et dans le centre-ville, super bien placé. Mais voilà, centre-ville, tu sais, un petit peu, les centres-villes des villes moyennes, pas forcément très bien famés, pas forcément, voilà. Mais plutôt pas mal. Par contre, travaux, 30 000 euros. Donc derrière, une belle enveloppe de travaux, mais on a refait un truc parfait dedans. Un truc carré, ouais. Ouais, donc c'est top. Et pareil, exploitation Airbnb derrière, c'était ça le but. Donc là, les deux sortent en Airbnb. Ouais. Ta banquière te suit toujours sur celui-là? Ma banquière, un truc de fou, je crois que c'était prévu en location longue durée aux alentours de 600 euros par mois, ce genre d'appartement. Et dans mon calcul d'endettement, je crois qu'elle a pris 800 ou 900 euros de revenus pour ces appartements parce que je lui ai expliqué tout le système d'Airbnb. Je lui ai dit, je vais faire un business plan, tu vois, avec combien je vais gagner avec Airbnb et combien ça va me rapporter. Donc, elle m'a comptabilisé ces revenus-là aussi. Très fort. Ça, directement. Vraie relation de confiance avec elle. J'ai toujours été que chez elle. Ouais, c'est important. Hein. C'est important, un bon partenaire bancaire. Du coup, ces deux-là, tu les rachètes seuls en nom propre? Ouais, les deux seuls en nom propre, donc ça fait 3. Ouais, c'est ça fait 3. Ouais. Et là, ça commence à un petit peu bloquer. Donc, je fais mes rénovations. Tout va bien. Je les exploite en location courte durée. Et ça se passe comment, ça? Cette première expérience, ton premier contact avec la LCD? Bien. Le personnel de ménage le plus compliqué. C'est ça la conclusion que je me fais direct. Je recrute du monde, des personnes plus ou moins compétentes, plus ou moins. Voilà. Ouais. Et donc, un peu galère sur cette partie-là, mais... tu finis par trouver? J'en ai eu plusieurs pendant plusieurs mois. Ouais. Donc, j'ai changé assez rapidement jusqu'à trouver une personne qui... Tu as des conseils un peu donnés de ton expérience justement de recrutement, de sélection, de turnover? Comment tu as géré ça et t'en as tiré quoi comme leçon? Parce qu'aujourd'hui, on va y revenir sur la partie sous-location, mais j'ai accompagné 180 personnes à se lancer dans la sous-location pro. Les recrutements de femmes ménage, c'est quand même la base du business. Bien sûr. Donc, j'ai aidé une tonne à faire ces recrutements-là. Et... c'est comme dans tout recrutement de tout type d'entreprise, faire du volume, tester un maximum les gens et puis avoir des bons process aussi au niveau de comment tu vas travailler avec la personne, quoi. Que tout soit carré, que la personne, quand elle arrive, tout soit très clair, très simple et que moi, toujours mon but, ça a été, et je leur dis ouvertement, je veux que vous passiez le moins de temps possible dans l'appartement, que ça soit le plus efficace et vous gagnez le plus possible du coup, au taux horaire. Oui, bien sûr. Forcément. Donc forcément, quand tu fais un forfait du coup? Ou tu payes à l'heure? Forfait. Ok. Forfait. Et c'est quoi à peu près les chiffres d'un forfait pour une femme de ménage, toi, sur un T2 comme ça? Tu considères qu'il faut combien de temps? Alors moi, les T2, j'ai fait plusieurs centaines de ménages dans les T2 moi-même. T'as mis la main à la pâte toi-même, j'ai sur mes appartements sous loc après. Ouais, bien sûr. Et ça dépend en fait si c'est des ménages de une nuit ou pas. Voilà, mais je dirais entre une demi-heure et une heure pour faire large. La plupart du temps, c'est aux alentours des 40 minutes, quoi. Ok. Ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà. Okay. Et tu les rémunères combien, une femme de ménage, toi, tu penses? Enfin, un taux moyen pour un forfait comme ça d'un T2 sur une base d'une heure? Il y a une partie linge à prendre en compte, forcément. Ouais, bien sûr. Mais le taux horaire, j'essaie qu'il soit aux alentours des 25-30. Ok.
Donc c'est pour ça qu'elle passe le moins de temps possible. Si elle passe une demi-heure dans le, c'est bien ouais, bah c'est super bien. Moi, quand j'étais au CDI, j'étais pas à 25-30 euros de l'heure, tu vois. Ouais. Donc non, c'était vraiment le but, c'était d'avoir les personnes le mieux payées possible. Parce que tu penses que derrière, elle bosse mieux et elle reste plus chez toi, tu penses? Ouais. Surtout quand c'est clair et surtout quand tu vois que la concurrence, leurs process sont pourris, ils envoient des messages le matin même, fais un ménage dans tel bien, alors que quand elles ont des plannings, quand elles ont des choses qui sont mises à jour automatiquement et que tout est clair, elles veulent rester avec toi et puis si tu les payes bien, encore mieux. Ouais. Et tu as développé après on va revenir sur ta conciergerie, donc ta sous-loc, pardon. Mais du coup, tu as dû mettre beaucoup de process automatiques, de plans, tu as pris des channel managers, tu as fonctionné comment toi? Alors, jamais de channel manager parce que mon but c'était vraiment de limiter les coûts et d'augmenter le chiffre d'affaires. Et puis avec les bons process, j'ai jamais eu besoin de channel manager. Bon, tu synchronises les plateformes entre elles, comme tu m'as appris avec la formation. On est de la même école. Moi, j'ai le même. Ah ouais? Toi, jamais de channel. J'ai jamais eu de channel. Je suis contre contre on a channel. Combien en LCD actuellement? Là, une quarantaine. Ouais, et jamais de channel. Ben non, parce qu'en fait, je suis dans la même optique que toi. Enfin, après, moi, vu que j'ai le volume, j'ai recruté quelqu'un qui remplace mon channel. Oui, Moi, mon point de vue, de toute façon, tu le connais sur les channels, c'est de la charge. Ouais. Donc, c'est vrai que le but, c'est de. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ah, tu fais tant de chiffre d'affaires. Bah oui, mais c'est pas ce que tu gagnes qui est important, c'est ce que tu gardes. Donc, finalement, si tu as des dépenses à gogo, finalement, ta marge, elle peut être ridicule. Et en fait, le channel, il résout pas en LCD 90% de mes problèmes qui sont gérer les clients, leurs coups de fil, leurs messages, leurs problèmes. Et en fait, ça, pour moi, c'est la bête noire de la LCD, entre guillemets, c'est la clientèle quand tu fais du volume. Et un channel manager ne va pas répondre à ça. Donc, si c'est juste pour synchroniser mes messages Booking Airbnb, franchement, ça ne vaut pas le coup de payer. Ouais, c'est ça. Et si c'est juste pour synchroniser un calendrier, mais en fait, il y a plein d'autres outils que tu peux faire en live qui sont gratos. Et en fait, moi, j'ai préféré, avec le volume, je paye une personne que j'emploie tous les mois. Je vais lui filer peut-être 1000 balles. Mais par contre, elle gère mes équipes, elle répond à mes clients, elle gère tous les plannings, elle fait mes réassorts de produits ménagers. En fait, elle fait tout. Ouais. Donc, en fait, je préfère ça. Et elle résout 100% de mes douleurs de la LCD, en fait. Exactement. Plutôt que de filer des 100, parce que un channel manager, c'est peut-être 10 ou 15 balles quand t'en as qu'un, mais quand t'en as beaucoup, c'est un vrai budget, tu vois. Ouais, plutôt que de filer 300-400 balles, parce que quand t'as beaucoup d'appart, t'as arrivé à ces budgets-là, pour quelque chose qui va toujours pas résoudre ma problématique numéro 1, c'est d'arrêter de faire sonner mon téléphone du matin au soir, tu vois. Donc, et tes plannings de ménage? Parce que c'est aussi ça, souvent les channel managers, le but c'est de synchroniser le planning de ménage avec les réservations. Et moi du coup c'est la personne qui fait. Nous on utilise, franchement le secret il est très simple, un Google Sheet. Ouais, pareil. Tu es synchronisé en live, c'est-à-dire que même si tu es en train d'écrire, la nana elle peut le voir en temps réel, c'est gratuit. Pour des équipes de ménage en face, niveau informatique exigé ultra faible. L'application sur le ultra téléphone. Faible, tu prends l'application, tu n'as pas besoin d'être un expert. Et en fait, sa personne, à chaque fois qu'on aménage, elle lui rentre son truc. C'est mis à jour en temps réel. On a 2 feuilles, elle a le même tableau où elle remplit ses heures. Comme ça, on peut voir en temps réel aussi, mais elle n'a pas besoin d'être au post-it. Et en fait, tu suis comme ça. Et je préfère avoir une personne, moi, qui pilote en interne tout, qui répond à mes clients. Et là, au moins, je sais que je peux partir loin. Là, c'est de la LCD qui est déléguée, tu vois. Parce que j'ai quand même un humain qui est derrière. Ah, mais c'est 100%. Je suis 100% d'accord. Et les gens qui parlent sur les réseaux sociaux d'automatisation à 100%, alors qu'ils te parlent d'outils, en fait, que tu automatises avec des outils, c'est très compliqué. Même aujourd'hui, à l'arrivée pas mal de l'IA, avec les agents IA, tu vois, synchroniser ton Google Sheet avec Airbnb, ça va être possible, ce genre de choses. Ça, tu peux, mais, ou même répondre à tes clients via WhatsApp, etc., ça va être possible. Ouais. Maintenant, il y a quand même des trucs à gérer, quoi. Et derrière, il faut un humain. Pour moi, sans humain, du LCD, du moins aujourd'hui, je dis pas dans 1 an, 2 ans, 3 ans avec l'IA, aujourd'hui pour moi c'est chaud. Franchement, c'est trop chaud. Ouais. C'est trop chaud parce qu'après, tu as même une autre notion qui vient derrière. C'est que tu vends de la presta à d'autres humains. Ouais. Et tu vends pas que du sommeil, tu vends de l'expérience. Ouais. Donc, tu as des questions sur qu'est-ce qu'il y a visité, les meilleurs restos, les conseils, les appels, et il faut avoir des bons commentaires. Je t'apprends rien, il faut des bons commentaires si tu veux performer à long terme. C'est dur de garder des statuts super host à 4,8 sur 5. Quand ça fait 1 an que tu en as un, mais quand ça fait 5 ans que tu en as 40, c'est dur parce que tes appartements vieillissent, ils se dégradent, il faut toujours le même niveau. Franchement, c'est super dur. C'est pour ça, à chaque fois que je dis que je suis de nouveau super host, je dis ah, moi aussi, c'est bien. Mais t'en as qu'un et ça fait 6 mois. On en reparle quand t'en as 30 et que ça fait 2 ans. C'est très difficile, tu vois. Ah bah oui. Donc, si tu perds l'humain, tu vas forcément descendre tes notes parce que tu vas avoir des personnes, je vais même pas dire des personnes âgées, mais même des fois d'autres personnes qui sont
des fois pas satisfaits de pas avoir d'humain, pas avoir de contact. Des fois, ils ont des questions spécifiques hors process. Et si t'as pas d'humain, même pour l'accueil moi, en présentiel, moi je me prenais les commentaires 4 étoiles, il manquait Bien juste sûr. l'accueil en ça présentiel. m'arrive tous les jours. En fait, Ouais. on a les mêmes, je pense. Ouais. Mais oui, il y a beaucoup de personnes, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, du moins, pas mettre d'humain, c'est super chaud. C'est super chaud dans les LCD, moi je trouve. Donc moi, j'ai préféré avec le volume mettre quelqu'un. Du coup, ça lui permet d'avoir un vrai temps plein. Moi, ça dilue tous mes problèmes. Et finalement, en termes de marge, je m'en sors autant. Elle fait tout. Elle fait tout. Ah, mais de toute façon, j'ai l'impression que c'est que dans l'immobilier qu'il y a ça. Mais au final, ça reste, c'est un peu comme une structure d'entreprise. Hein, Bien tu as sûr. des employés, voilà. Et tu verras jamais un mec dans une entreprise, oui, moi, 100% automatisé mon Non, mec, entreprise. c'est ça. Non, bah non, bien sûr, il y a des gens qui bossent, bien sûr, il y a des humains. Et voilà, et c'est normal. Ouais. Ouais, mais c'est intéressant ce que tu soulèves, parce que je trouve qu'avec en plus les réseaux sociaux, tout le bullshit qu'on voit sur les réseaux, sur Ouais. Instagram, c'est passif, tu pourras être Ouais. à l'autre bout de la planète, à Maurice, machin, encaisser tes loyers, mais what the fuck, mais jamais de la vie Ouais. ça va se passer comme ça. Depuis quand faire de l'argent peut être automatique? Mais ça Ouais. n'existe nulle part en fait, que ça soit en entreprise, que ça soit en IMO. Si tu fais rien et si tu le manages pas, et puis en LCD, ça n'existe pas en fait, c'est C'est impossible. sûr. Il faut avoir le volume, la taille pour à déléguer avec du Bien sûr. personnel humain. Quoi. Déléguer. Et quand t'en as 3, tu peux pas avoir du personnel Attends. humain. Tu peux pas faire tout ça. Bien Moi, sûr. quand j'ai commencé, c'est moi qui répondais à mes clients. C'est chiant, mais c'est un sacrifice qui est nécessaire à faire pendant quelques années. Tu l'as dit, tu as fait des centaines de ménages, j'en ai aussi fait beaucoup. Les premiers mois, je déléguais pas. Je minimisais, j'augmentais mes marges, je minimisais. Ça te permet d'en racheter 3 autres. Ou là, tu dis, ah, ça y est, je peux peut-être faire ça. Puis après, tu peux en racheter 3 autres. Et en fait, tu scales un peu comme ça. Mais à aucun moment, c'est open, vas-y, ça va être la voie royale, je vais rien branler, et puis ça va tourner tout seul. Ouais. Jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est ça. Ouais. Et les choses à mettre en place, c'est normal. Bah ouais. Non, mais ouais, mais c'est pour ça que je voulais ton point de vue sur un peu le recrutement, etc. Parce que ça reste quand même la bête noire des LCD un peu. Ouais. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. Donc tu gères ça tourne bien du coup dans le secteur tes deux LCD? Ouais, c'est assez saisonnier quand même Carcassonne, mais avec des stratégies de tarification, tu arrives à l'année à avoir des chiffres intéressants. Ouais. Au plus bas, tu vas être sur un T2 à 1000 € de CA, au plus haut, tu peux aller sur les 2000. Ouais, c'est intéressant comme data. Pour un T2, ouais. Combien, tu fais des T2 2 voyageurs ou 4 voyageurs, toi? Avec canapé convertible ou pas? Alors, c'est une erreur, ça. Ah, mais c'est un gros sujet, les canapés convertibles. J'ai fait. Les deux étaient sur 4 voyageurs à la base. D'accord. Et ils ont fini sur 2 voyageurs parce que c'était ingérable. J'ai mis des canapés qui n'étaient pas assez confortables, pas avec des matelas. Moi, ce que je conseille à chaque fois, c'est intéressant. C'est impossible de faire 4 voyageurs si tu n'as pas un canapé. Alors, c'est pas tout le monde pense comme ça. Un canapé avec un matelas, tu sais, je vois très bien qu'il déroule les vrais, et pas le truc où tu baisses le dossier là et que c'est direct comme tout. Ouais, c'est le dossier du. Ouais, c'est le dossier du canapé. Donc, et pourquoi et t'en es venu à cette conclusion comment, toi? Les retours clients. Les retours clients, c'est-à-dire que sur un canapé comme ça, ok, une personne pour 2 nuits, ça passe. Mais 2 adultes sur 4 nuits, sur un canapé comme ça qui se déplie, ça se fait. T'es mort. C'est mort. Tu te fais allumer, c'est sûr. Ah, mais tu te fais allumer la tronche. J'ai fait les mêmes boulettes que toi, j'ai commencé comme ça parce que l'économie, que des canapés avec des vrais matelas, ça coûte quand même beaucoup plus cher. Ouais. Mais je me suis fait allumer la tronche. Puis souvent, tu fais pas gaffe. En plus, tu prends des petits canapés à 300-400 balles. En plus, tu t'aperçois quand tu le déplies, il fait même pas un 40, c'est des 1,20, 1,10. Donc en fait, tu prends 2 adultes. Mais t'es mort. Combien de fois on m'a appelé à l'époque? On me disait, mais attendez, on vient de déplier le canapé. Jamais mes 2 ados de 16 ans, ils dorment dessus. En fait. Il faut trouver une solution. J'ai pas de solution. Bah attendez, vous l'avez vendu pour 4. J'ai eu des emmerdes. Bah oui, c'est ça. Mais légitime, tu vois. Mais bien sûr. Et de la casse aussi, hein, parce que ces trucs-là qui valent pas cher, si c'est les adultes qui dorment dessus, tu le casses, quoi. Donc, j'avais les barres en bois au fond qui pétaient en deux au milieu et tout, les pieds et tout qu'on pétait. Et les lits, c'est un peu pareil aussi. De la casse sur les lits, ça arrive en LCD parce que tu prends des lits pas chers. Ouais, c'est ça. Et voilà. voilà. Donc t'as fini par 2 personnes du coup. Ouais. En termes de renta, t'as vu la diff un peu en termes de chiffres? Eh ben pas tant que ça. Pas tant que ça. Petite baisse de chiffre d'affaires, mais pas grand chose. Sur le taux de remplissage, absolument rien. Ok. Moi, c'est juste sur le CA parce que t'avais quoi, un prix j'imagine t'as un prix de base pour 2 et tu fais payer après peut-être pour les 3 ou 4e personnes. Non. Enfin, ça dépend. J'ai fait différentes choses. Sur ces appartements-là, non, j'ai fait prix. C'était le prix de la part, prix que soit 1, 2, 3, 4, c'était pareil. Okay. Booking, non. Booking, c'est-à-dire que je rajoutais. À la personne, ouais. Mais Airbnb, non. Mais comme je faisais que du Airbnb. C'est ce que j'allais dire. Parce que du coup, tu dis Airbnb Booking. C'est vrai nous, c'est automatique. Mais pour les auditeurs, peut-être moins. Tu utilises quelle plateforme pour faire tes LCD, toi?
85% Airbnb. Ok. Voilà. Et toi, ce je qui sais que reste, t'es Booking. moi, c'est plus. Enfin, moi, j'utilise Airbnb Booking, mais c'est vrai qu'en taux de remplissage, j'ai 70-75% de ma clientèle qui vient de Booking. Ouais. Mais j'utilise les deux en soi. Hein. Tous mes logements sont sur les deux plateformes. En fait, ça va dépendre. Par exemple, mes suites troglodytes qui sont très très atypiques, il y a certains mois, elles sont à 98% Airbnb. Tu vois. Ok. Et quasiment pas de booking. Ça m'est même déjà arrivé d'avoir des mois où j'ai 0 résa booking parce que les 30 nuits ou les 29 nuits sont pris sur Airbnb. Par contre, pour les logements classiques, je suis à 75% à booking quasiment. Ok. Ouais. Ok. Et c'est pas dû, parce qu'il y a aussi beaucoup ça, hein, des gens qui font pas gaffe à leur prix, qui sont Ouais, juste faut faire moins attention au chers prix. sur Booking, Ouais, et bah ouais, donc faut faire attention. forcément, t'as plus de Bah, réservations surtout sur que Booking. c'est un peu aux opposés. Oui, Donc, c'est ça. ouais, c'est ça. Non, bah non. Ouais. Pour le coup, non, mais oui, il faut faire attention à Ouais. ça. Il faut faire super Ouais. attention à ça. Ouais. Ok. Ouais, donc toi, c'est plus Airbnb. Mais tu utilises rien d'autre qu'Airbnb Booking parce que tu vas Non. pas sur des abritel, des choses comme ça. Parce que t'es quoi? Tu es content de ton taux avec ces Bah, deux-là, ouais. c'était à ce moment-là, j'avais pas beaucoup de temps parce que Ouais. j'étais donc mon CDI, j'avais un deuxième CDI à côté, j'avais pas parlé, mais encore livreur de pizza le Ah oui, t'as soir, repris un deuxième 19, boulot à 22 côté. heures, etc. Et donc rénover les appartements, les mettre en location courte durée. Donc clairement, il fallait que je fasse le 80-20 du. Même là, c'est plus le 90-10 C'est de la méga loi location de courte Pareto, durée, là. parce que à Britel, tout ça, tu sais, ça va rien te rapporter, quoi. Non, c'est bullshit. Moi, j'ai testé hein, au début, comme tout le monde. Mm. Franchement, un bullshit. C'était à Britel, c'était je sais pas, 2% de mes réserves à Ouais, l'année. c'est ça. C'était lamentable. Et c'est pour ça. ça que j'ai arrêté. J'ai dû faire 1 an au début. Et puis après, j'ai arrêté. Ouais. La charge mentale vaut pas le coup. Ça, c'est peanuts. Mm. Peanuts, ouais, c'est peanuts. Ok, donc tu finis ces 2 apparts, 2 jobs à côté. Ouais. Il se passe quoi après? Bah après, en fait, au moment où je prends mon deuxième crédit à Carcassonne, là, ma banquière me dit bon, alors celui-là, après, on s'arrête. Hein, On s'arrête, ouais. on se calme pendant au moins 1 an ou 2, le temps de revoir. Donc, je reconfirme, après avoir mis en place les appartements, les rénover, etc., à la banquière. Je la rappelle. Je lui dis est-ce qu'il y a moyen voilà. Moyen de moyenner un peu. Et elle me dit non, c'est pas possible, il faut qu'on ait du retour au moins sur ce que tu as fait. Ouais. Pourquoi pas dans 2 ans, même si ton taux d'endettement il est un petit peu élevé, pourquoi pas dans 2 ans, quoi. Ouais, bien mais sûr, si t'as de beaux chiffres, ouais, pourquoi mais pas. là, faut pas abuser, quoi. T'es jeune, je t'ai fait déjà l'histoire de la résidence principale. Si demain tu veux acheter une résidence principale, tu vas m'en vouloir. Bah, Voilà, parce qu'elle était très comme ça aussi, ma banquière. Donc là, un peu bloqué. Et je suis à bosser à fond dans le sud avec mes appartements, mes CDI, etc. Donc je gagne correctement ma vie. Mais bah, c'était pas ce que je voulais, quoi. Parce que c'était vraiment pour l'immobilier que j'avais pris ces boulots-là. Donc je me dis, il faut que je trouve une solution, quoi. Et c'est là où je me suis dit, faire de la sous-location, il n'y a que ça. Au lieu de. Parce que sur mon secteur, le calcul était très simple. Ça me coûtait à peu près la même chose de louer que d'acheter. ok. Si tu mets toutes les charges mises bout à bout, un T2, c'était 600 € par mois de loyer. Voilà, si j'achetais 350, 400 € de crédit, plus la taxe foncière, etc., on était à peu près proche des 600 € par mois. Donc je me suis dit, pourquoi pas louer les appartements au lieu de les acheter. Et puis, ce qu'il est comme ça, j'ai pas besoin d'attendre le notaire, j'ai pas besoin de faire des travaux, etc. Ouais, bien sûr. Ouais. Et je peux aller à fond. Ouais, ça te Donc, permet de switcher et de pas rester inactif le temps où tu estimais être non finançable par la banque, mais quand même d'être en mouvement, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, j'avais pas le choix, encore une fois. Ouais, bien Et sûr. donc, let's go. Non, mais c'est intéressant de voir cette mentalité, à quel point tu l'as poussé à chaque fois qu'il y avait une problématique qui arrivait devant toi, en fait. Quoi. Quand tu as un problème, tu as toujours une solution. Alors, moi, je l'ai pas trouvé la solution par rapport au crédit immobilier. J'aurais pu m'associer, mais je trouvais qu'aussi, bah, pour sortir de l'argent aussi et d'une SCI, il y a toujours des solutions. Mais la meilleure solution pour moi, c'était vraiment ça, d'aller à fond sur la sous-location pro. J'avais un marché qui était propice à ça, c'est-à-dire que c'était facile d'avoir des appartements en sous-location pro sur mon marché. Puis tu avais l'expérience en LCD, tu avais commencé un peu J'avais l'expérience en tout, LCD. J'ai vu les revenus d'Airbnb qui ont commencé à arriver. Je me suis dit, il y a un truc à jouer. Donc je vais à fond là-dedans. Et là, bah, c'est allé très, très vite. Dès le début, tu te structures, tu ouvres quoi? Une SASU, tu ouvres quoi? Non, je continue sur mon LMNP. Ok. Je continue sur mon LMNP. Donc, chronologiquement, on est en juillet. Alors, l'année, je vais me tromper si je dis exactement, mais
On est en juillet. Je me forme, encore une fois, je prends une formation pour la sous-loc. Ouais, bah oui, parce que Ouais, bien sûr. ne serait-ce qu'avoir le bon contrat, le bon cadre juridique, maîtriser comment démarcher un propriétaire, etc. Donc, j'avais pas d'informations. Je me forme. Et là, Tu refais le même process en fait à chaque fois. Tu fais ce qu'il faut. Tu as une problématique. Ok, il faut que je fasse quoi? Je vais partir sur ça. Est-ce que je connais? Non. Je perds pas de temps. J'optimise. Je me reforme au truc et rebelote quoi en fait. Moi, j'ai remarqué que depuis que j'ai commencé vraiment à me former, à faire des choses, j'avance au rythme de mes formations. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me refais accompagner, à chaque fois qu'il y a un boost en fait. Ouais. Et un boost qui n'est pas proportionnel au montant de l'investissement de la formation. Je vois. Et ça a toujours été comme ça. Et la preuve, là, je me reforme. J'ai mis quand même 2 ou 3 mois à trouver mon premier appartement en sous-location. D'accord. Je le trouve. Pourquoi du coup tu penses difficile, manque d'expérience? Qu'on ait un peu de retour pour nos auditeurs sur ça, sur la sous-loc. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose, on a un public aussi là-dessus. Ouais. Est-ce que c'est dur de démarcher un propriétaire pour y sous-louer son appart? Le premier, en fait, c'est les 3-4 premiers qui vont être les plus durs. Après, c'est absolument rien. Pourquoi? Parce que toi, t'es pas encore assez bon, t'es pas prêt. C'est quoi les problématiques? Les 3-4 premiers, c'est souvent ceux que tu vas démarcher directement en propriétaire avec le pitch classique, etc. Ouais. T'as pas forcément l'expérience, surtout les 2-3 premiers. Et puis après, en fait, moi, j'ai démarché que 4 appartements, je crois, ou 5. Et puis après, j'ai tout eu avec du réseau, en fait. Ah ouais. J'ai eu plus d'une dizaine après. C'était que du réseau. Des investisseurs immobiliers qui avaient pas mal d'appartements sur mon secteur et qui, à chaque fois qu'il y avait un appartement qui se libérait, qui me disaient Tiens, Antoine, j'ai la flemme de remettre mon appartement sur le bon coin, de trouver un locataire. Bien sûr. Voilà. Et puis en cas d'impayé, je vais galérer avec le locataire, etc. Donc je préfère te faire confiance et puis on y va. Donc c'est pour ça, les premiers, c'est les plus compliqués. Et c'est quoi parce que moi, ça m'intéresse cette partie. C'est quoi les refus des propriétaires quand ils te disent non? C'est quoi les motifs de refus un peu en général? Pourquoi on te dit non à un appart en sous-loc? Alors, c'est marrant parce qu'il n'y a aucune raison légitime pour un propriétaire de refuser une sous-location. C'est-à-dire que d'un point de vue, voilà, il va être payé, l'appartement va être plus entretenu qu'un locataire c'est ça, c'est ce que je veux dire, parce que nos éditeurs aient un peu le contexte. Un sous-loc, c'est quoi? C'est toi qui prends un appartement d'un propriétaire, qui paye son loyer, qui t'en demande, et toi, tu le sous-loues sur Airbnb pour faire plus, et le delta, tu le gardes pour toi. On est d'accord? Ça, c'est le principe de la sous-loc. Du coup, là où est ma question, c'est quand tu dis il n'a aucune raison légitime, c'est parce que toi, tu lui assures de ne pas avoir d'impayé de son loyer. Mais ça, comment tu l'assures? En tant que professionnel, tu es obligé, tu as des garanties, tu as des assurances, parce que les auditeurs vont se poser cette question. Ouais. En fait, on fonctionne avec un contrat un peu différent d'un contrat, un bail meublé qui est très encadré en France. Et sur ce contrat-là, on a le droit de rajouter des clauses. C'est les contrats pro. Ouais. C'est un bail civil de base. C'est un bail civil. Et donc, on peut rajouter des clauses. À partir du moment où elles sont légales, on peut les rajouter. Et notamment des clauses qui vont avantager le propriétaire. Donc, le fait que si on ne paye pas, on est expulsé sous ordonnance du tribunal du commerce, parce qu'on loue avec une société, ou mon LMNP aussi, ça fonctionne à partir du moment où tu as un SIRET. Et derrière, on peut être expulsé en un mois. Derrière, sur l'entretien de l'appartement aussi, on rajoute des choses. Enfin, c'est un bail qui est beaucoup plus sécurisant pour le propriétaire Il prend beaucoup moins de risques de mettre quelqu'un de lambda qui ne va pas lui payer pendant 6 mois et que tu ne pourras pas sortir pendant un an. Il prend beaucoup moins de risques. Et du coup, pourquoi alors? C'est quoi qui, psychologiquement, parce que là, c'est de la psychologie humaine, c'est quoi qui leur fait dire non, ces propriétaires-là? L'inconnu, souvent on démarche on les trouve via Le Bon Coin. Ouais. Donc Le Bon Coin, c'est pas toujours une plateforme où il y a des arnaques, il y a des trucs. Tu reçois des messages des fois un peu bizarres sur Le Bon Coin, même quand tu mets un appartement en location. Ouais, bien sûr. Donc tu te poses des questions. Et puis il y a aussi beaucoup de propriétaires en France qui sont plus âgés, et il y a des personnes âgées qui n'ont pas envie de changer d'avis, et c'est comme ça, et ça a toujours été ça. Ok. Ouais, je m'en doutais, mais je voulais avoir ton retour. Toi qui as de l'expérience là-dedans. Ok. Voilà. Ok, donc tu arrives à trouver tes premiers et ensuite du réseau, quoi. Du réseau d'investisseurs principalement. Ouais, c'est ça. J'en trouve un, puis en fait, ça s'enchaîne très très vite parce que mon premier, je le signe en septembre de cette année en question. Et on ne sait plus. Ouais. C'est quoi? On est en quoi? En 2022, un truc comme ça, là? 2021, 2022? À peu près? Non, 23. 23, ouais, 23. 2023, septembre 2023.
Non, fin août 2023. Ouais, bah, on est en 2023. Et donc en août de l'année d'après, j'étais à 18. Tu vois. Ok. 18 appartements en sous-location. Mais moi, du coup, j'ai 1 million de questions qui me viennent là, t'imagines bien. Ouais. Comment tu structures ça? Comment tu les gères? Parce que tu passes de 1 à 10, mais qui fait les ménages? Comment tu les gères? Tu récupères des... Moi, j'ai une question aussi, j'en ai plein, mais entre l'appartement que tu récupères et l'appartement qui sort sur Airbnb, est-ce que tu les embellis, tu les redécores, tu les remeubles, tu les laisses tels quels? Ouais. Parce que j'ai entendu tout. J'ai eu aussi d'autres spécialistes de sous-location qui sont venus ici chez Authentique et qui, par exemple, faisaient carrément des pré-travaux pour vraiment booster leur appart et qui finalement le gardaient tellement longtemps qu'ils le rentabilisaient comme ça. Toi, tu les abordes comment, tes sous-locs? Ouais, je suis assez contre tout ce qui est travaux dans une sous-location, meubler des sous-locations, notamment parce que dans notre bail, et c'est pour avantager aussi le propriétaire, donc ça fait partie de tout le business en fait. Ouais. C'est pour ça que c'est pas trop viable de faire ça pour moi. Dans le bail, on va dire que le propriétaire, il peut me virer en 3 mois sans justification particulière. D'accord. Ok. Donc si j'ai des meubles dans l'appartement, etc., et que le propriétaire, il t'a dit OK, mais en fait, il va le récupérer l'été pour faire du Airbnb. Ça m'est jamais arrivé, mais ça peut arriver. Ouais. Tu dois virer tous tes meubles. T'as pas rentabilisé forcément ton appartement parce que tu l'as gardé 6 mois Ouais. en sous-location. Et voilà. Et donc, au niveau des travaux, pareil, si tu fais des travaux dans l'appartement, j'imagine qu'il va falloir modifier les contrats pour pas qu'il puisse te virer comme ça. Bah ouais, c'est Sinon, ça. ça se fait pas. Bah Voilà. ouais, Le sinon, mec, il fait bien des sûr, travaux dans c'est son un vrai appartement. risque, Et voilà. bien sûr. Et donc, en fait, ça change tout l'aspect du business en lui-même. Donc, moi, je fais que du meublé et des meublés plutôt sympas. Ok. Et le but, c'était d'aller à l'essentiel. Donc, maintenant, c'est des process que j'ai mis en place avec les personnes que j'accompagne pour décorer et embellir l'appartement avec le moins de choses possible. Ok. Donc, tout ce qui va être tapis, plantes et lumière, tout ce qui est lumière d'ambiance, etc., ça va faire 90% de ta décoration. Ok. Et donc, avec 200, 300 euros maximum, si tu as un appartement qui est basique, tu peux le transformer vraiment en Airbnb. Donc, on va à l'essentiel pour faire du Airbnb et le but, c'est d'exploiter le plus rapidement possible. Ok, je vois. Mais du coup, ça me fait venir une nouvelle question. Du coup, tu sélectionnes des apparts qui sont déjà plutôt sympas, plutôt quali, etc. Et du coup, j'imagine que ces apparts sont peut-être plus chers le mois aussi à louer. On est quand même dans un niveau qui est intéressant. Du coup, il reste suffisamment de marge pour pouvoir derrière faire du bénéfice en le sous-louant sur Airbnb. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que si tu prendrais des apparts un peu tout pourris, tu vois, je te dis une bêtise, tu prends un appart sympa, il est à 800 balles, tu prends un appart tout pourri, il est à 500 balles, mais tu refais un peu plus. Ouais. Tu vois, les marges, c'est quoi ton avis là-dessus, toi? Je comprends, il n'y avait pas cette différence de tarifs sur mon marché. Et quand même 500 à 800, tu le c'est vois pas un sur le marché. poil abusé. Ouais. Donc, de toute façon, on a des grilles dans notre étude de marché pour savoir qu'est-ce qui va être rentable, à partir de combien de loyer c'est rentable et combien au maximum c'est plus rentable. Donc, moi, typiquement, c'était un appart basique 500 euros, un appart bien 600, 650 pour les T2, je pense. Ouais. Donc, ça restait quand même beaucoup plus intéressant d'avoir un appartement sympa. Ok. Et t'en fais combien après? Si c'est pas secret. T'en fais quoi d'un appartement à 650 en termes de chiffres après toi derrière? Moi, mes appartements, mes T2 sur mon secteur, c'était donc Carcassonne, c'était 17 000 euros en moyenne à l'année. Okay. Après, en fonction des secteurs, des emplacements dans la ville, etc., ça pouvait un peu varier, de plus ou moins 10%. Mais c'était ça, grosso modo. Donc, si tu faisais le total des marges, tu étais à 12 000 de charges, grosso modo, annuelles avec le ménage, l'électricité, etc. Donc, 5 000 de bénéfices à peu près. Et 5 000 de bénéfices en moyenne. Par lot. Ouais, par lot de bénéfices. Après, tu as l'imposition, etc. Ouais, bien sûr. Des choses que je compte pas parce que tu peux optimiser, tu peux faire des montages, tu peux faire plein de choses. Ouais, donc, déjà, sur une dizaine d'apparts, ça fait 50 000 euros par an de bénéfices, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu es monté à 18? Ouais, je suis monté à 18. Et après, ça a été beaucoup de réinvestissement tout au long du process. Ouais. J'ai quand même retiré un peu d'argent tout au long du process, mais beaucoup de réinvestissement. Et quand tu arrives, j'ai vendu, parce qu'on va y venir, j'ai vendu la société à 18 appartements. Okay. Officiellement 18, il y en avait 2 qui étaient en signature prochainement. Mais je la vends en septembre.
en juillet 2024, du coup. Tu fais 33 000 euros de chiffre d'affaires sur toutes les plateformes en location courte durée. Tu te dis, là, il y a quand même un truc. Mensuel, tu veux dire? Ouais, 33 000 euros en juillet de CA. C'est là où forcément aussi on a les meilleures marges. Parce que en sous-location, plus tu fais de CA sur un mois, plus tu marges. Forcément, bien sûr. Et donc, 30-40%, même plus aux alentours des 40% de marge. Et ouais, là, tu te dis, il y a un truc à jouer, quoi. Mais avant d'arriver à la revente, ça m'intéresse de pourquoi. Ouais. Comment tu l'as structuré? Parce que 18, c'est pas toi qui faisais le ménage, j'imagine. Ouais. C'est là que tu t'es mis à recruter massivement, etc. T'es monté jusqu'à combien de personnel pour gérer tout ça? En même temps, j'ai dû monter à 6 personnes de ménage. Ouais. Après, ça a beaucoup tourné. Et puis, j'ai réussi à trouver aussi par mon réseau d'investisseurs qui me passaient aussi les appartements, du personnel de ménage qualifié, qui était à 20 euros sur des T2, linge compris. Tu vois, donc tes tarifs complètement corrects. Bien sûr. Et donc, j'ai eu la chance aussi de trouver des personnes qui bossaient bien. Mais après, j'ai fait plein d'erreurs. Petite anecdote aussi, je l'ai raconté dans d'autres podcasts, mais donc le 1er janvier 2024, la veille, le 31 décembre, soirée, etc., on fête. Voilà, et à 22h, je reçois un message de ma femme de ménage à ce moment-là, qui avait 6 appartements à moi en ménage, qui me dit à partir de demain, j'arrête de travailler avec vous. Ah, c'est arrivé ça, toi aussi? Ouais. C'est arrivé, toi? Ah ouais, j'avais pas de contrat, forcément. J'avais pas avec ce prestataire. Et du jour au lendemain, tu as 6 appartements où tu dois faire les ménages. Moi, j'avais 1,6 nuits de moyenne sur mes appartements LCD. Donc, ce qui fait énormément de ménages par mois. Ah ouais, je te confirme. Et là, tu te dis, comment je vais faire, quoi? J'avais jamais fait de ménage aussi à ce moment-là. Donc, gestion du linge, etc. C'est évident. J'avais encore mon CDI. Techniquement, j'avais posé ma démission à ce moment-là. C'était juste au moment où j'ai basculé. Et donc, j'ai dû arrêter même pas faire ma fin de préavis en vidéo. Sur une semaine, sur la première semaine, j'ai dû faire tous les ménages dans les appartements. C'était encore à 1 heure de route de chez moi, enfin à 50 minutes de route de chez moi. Et j'avais même pas le temps de manger. C'était une galère, pas possible. Une galère monstre. J'ai perdu 5 kilos en une semaine. Enfin, c'était mais tu vois, c'est intéressant parce que c'est ça la real life, tu vois. C'est que des fois, il y a des moments où il faut serrer les fesses. Mais ça revient avec tout ce qu'on a dit pendant cet épisode. Tout n'est pas facile, tout n'est pas automatique, tout n'est pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux où tout est délégable. Il y a des fois, il y a des grosses problèmes. Moi, ça m'est déjà arrivé et ça m'arrive encore. Et je le dis, souvent on me dit, mais maintenant, toi, ton niveau. Mais il n'y a pas de niveau, en fait. Le business n'a pas de niveau. Enfin, tu peux scaler, mais il y a des fois, tu as des grosses problématiques. Et moi, ça m'arrive des fois sur des 25 décembre, sur des choses comme ça, je suis obligé d'y aller. Je suis obligé d'y aller. Alors, c'est rare de plus en plus, mais ça m'arrive tellement de fois. Et ça m'est déjà arrivé. Une femme de ménage qui, le 20-22, c'était pas la veille quand même pour le lendemain, elle me dit, écoute, on arrête à la fin du mois, je finis le 31, quoi. Et toi-même, tu sais que trouver des femmes de ménage en une semaine, pour un parc comme ça, elle en avait, je crois qu'à l'époque, elle devait en avoir quasiment 17 ou 18. C'est super dur. Et sauf que tu dis, si j'ai personne dans une semaine, 18... C'est impossible, ils étaient 3 dans sa team, c'est impossible. C'est même pas moi qui vais les remplacer physiquement, je fais pas 18 ménages entre 10h et 16h, c'est pas possible. Donc non, mais c'était d'où le fait de se faire accompagner pour éviter ce jeu des erreurs basiques. Tu vois, moi, après ça, j'ai plus mis que 3 appartements par prestataire de ménage au maximum. Parce que tu te dis, s'il y en a 2 qui partent, je peux gérer. S'il y en a une qui part, ça va. J'arrive à je peux aussi remettre une autre personne sur les appartements. Voilà, moi aussi, maintenant, mais tu vois, tu tires des leçons et c'est intéressant parce que souvent les gens ne voient pas l'intérêt de nos accompagnements respectifs, mais c'est que c'est des erreurs qui peuvent te coûter très très cher. Parce que maintenant, c'est pareil. Moi, j'ai toujours une équipe qui, quand j'en ai une qui part en vacances, je sais que c'est l'équipe d'un autre site qui va venir faire ce site pendant une semaine et je sais qu'elle peut me dépanner. Elles sont OK, elle se rend l'appareil. Donc, si jamais j'ai un site qui tombe en rade, je sais que parce que moi, j'ai un site parce que j'achète que des immeubles. Donc, j'ai à chaque fois un immeuble, je mets une équipe. Je sais que j'ai une équipe qui, s'il faut dépanner 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, elle va dépanner, tu vois, pour plus te retrouver en galère comme ça, en panne sèche, parce que c'est dur. Franchement, c'est dur. Mais ouais, c'est ça, c'est intéressant. Donc, t'en arrives au moment où tu la vends. Pourquoi tu vends une entreprise comme ça, un business qui, au final, t'avais quitté ton salariat, tu dis, donc tu vivais plus ou moins de ça, entre guillemets. Ça marche bien. 18, c'était assez lucratif, t'as des bonnes marges. Pourquoi tu vends?
Alors, c'est une terrible décision business, hein. C'est-à-dire que c'était très mauvais parce que moi, j'étais dans une phase de scale. Donc, en plus, phase de scale qui dit des process un peu dégueux. Je fais un peu du bricolage pour essayer d'aller à l'essentiel et faire le meilleur service possible, mais au moins cher aussi. Ouais. Et donc, oui, bah, j'aurais pu vendre plus cher si j'avais structuré le truc plus propre, etc. Machin. Mais ça faisait du coup 3 ans et des poussières, un peu plus de 3 ans, où j'étais à fond, où je bossais 80, 90, 100 heures par semaine. Bah ouais. Et j'étais à Carcassonne, j'avais plus de. Vie sociale, plus rien. Ben rien, mais zéro. Mais, Ouais. mais les gens ne se rendent même pas compte. 0%. Je voyais mes parents à Noël, quoi. Ouais. Tu vois. Et à un moment, juste, t'en peux plus. Et je me suis dit, j'ai pas envie de passer à côté de ma jeunesse, surtout que je commence à gagner de l'argent. Non, parce que t'as 22 ans, quoi. Ouais. Non, mais tu te dis, je commence à gagner de l'argent. Là, techniquement, si je revends ma société, j'ai plus besoin de travailler pendant 2-3 ans et qu'en niveau de vie tout à fait correct. Ouais. Ok, il y a peut-être des choses à faire. Peut-être je peux revendre, m'associer et déléguer plus la partie sur place, refaire des sociétés de sous-location pro en m'associant. Bref, il y a peut-être des choses à voir. Ouais, bien sûr. Du coup, je me dis, j'ai une opportunité de vendre. C'est une opportunité qui t'a fait vendre ou c'est toi qui as mis à vendre? J'ai mis à vendre et coïncidence de fou, quelqu'un à ce moment-là qui habite sur place, parce que c'est ça le souci quand tu fais une boîte de sous-loc. Moi, j'ai des gens de Paris qui m'ont appelé. Je veux acheter votre entreprise de sous-loc. Ah, mais tu vas faire comment quand il n'y a pas les clés Bah oui, non, mais c'est ça. Tu vois, parce que le mec, il est parti avec les clés, etc. Donc, infaisable. Et là, une personne qui me dit « Ok, j'habite là. » C'était exactement mon but d'acheter une entreprise exactement comme la vôtre. Et moi, je suis ultra chaud et je suis sur place, etc. Et moi, ça m'intéresse au prix où vous l'annoncez. Ça se vend cher, une boîte de sous-loc? Une boîte de sous-location, grosso modo, ce qu'on dit... Comment ça se calcule? Ouais. Alors, ça se calcule. Alors, il y a différentes phases. Une phase, je dirais, de 0 à 20 appartements, où tu vas être une phase de petite entreprise, entre guillemets. Ouais. Même si tu fais des gros chiffres d'affaires quand même à ces niveaux-là, tu vois, tu fais des plus de 300, 400 000 euros de chiffre d'affaires, c'est ouf. Mais tu vends au nombre d'appartements. Donc, on dit, grosso modo, une entreprise de 20 appartements, c'est 100 000 euros. Voilà. D'accord, ok. Grosso modo. Après, quand tu rentres dans des entreprises qui ont 30, 40, 50, 100 appartements, ça devient des vraies entreprises avec une vraie entreprise. Bien sûr, ouais. Une vraie entreprise qui se valorise grosso modo 2 à 3 fois, aux alentours de 3 fois le BE. Donc, tu peux faire 3 fois les marges. Ouais, c'est ça, tu peux faire 3 fois les marges. Donc, ok. Donc voilà. Donc toi, tu prends cette opportunité, tu saisis et tu vends. Ouais, je vends. Tu regrettes ou pas? Non, je ne regrette pas. Non, c'est pas dans mon cerveau que ça regrettait. Ouais, c'est pas. Non, c'est passé à autre chose. Pas du tout. Donc c'était vraiment le but. Puis en plus, du coup, la boucle se boucle petit à petit. Le but, c'était pour avoir un peu plus de vie sociale, revenir en Roumanie, là où j'avais mon meilleur pote sur place qui finit ses études vétérinaires que j'ai rencontré à la base là-bas. Et donc d'aller vivre là-bas en vendant ma société. Du coup, je pouvais me permettre d'aller vivre à l'étranger et avoir un niveau de vie intéressant et pouvoir un peu avoir une vie sociale, quoi. Et c'est ce que tu as fait? Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, tu avais 2 apparts en Airbnb quand même. Tu en as fait quoi de ces 2 qui étaient à toi? Je les ai mis en sous-loc avec la société. Tu les as mis avec la sous-loc? Ouais, ça permet de valoriser un petit peu plus la société. Ouais, bien sûr. Et de déléguer aussi. Comme ça, tu pouvais t'expatrier, entre guillemets, en étant tranquille, quoi. C'est ça. C'est ça. Et donc, après, du coup, septembre 2024, je pars en Roumanie. Et voilà, je suis un peu plus chill. Et petit à petit, je reviens sur la sous-location. Forcément, j'ai envie d'y retourner. Ah ouais? Parce que là, du coup, tu fais quoi aujourd'hui? C'est quoi ton quotidien, du coup? Parce que là, tu vis en Roumanie, là? Là, je vis en Roumanie encore pour 1 an. Mais après, je reviens, en France 4-5 mois par an, quoi. D'accord, ok. Donc, voilà. Et je reviendrai en France après, on en reparlera parce que c'est pas forcément plus beau ailleurs. Oui. Ouais. Ça, c'est un autre truc des réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Et donc, donc je pars en Roumanie. Et moi, qu'est-ce que je fais au quotidien?
Donc, je suis aussi très focus avec les personnes que j'accompagne parce que je les coach personnellement. Donc, j'ai des appels de coaching, je réponds tout le temps sur WhatsApp. Ouais, c'est ça, ça Et prend j'ai du temps, aussi l'impression toujours d'avoir des appartements, tu vois, en location courte durée avec les personnes que j'accompagne. À côté de ça, quand même, je me dis, OK, je vais remonter avec un associé, une société de sous-loc et avec quelqu'un sur place qui gère. Ouais. Et donc, je remonte une. En 2 semaines, on arrive à 3 appartements en sous-loc. C'est un associé avec qui donc j'ai commencé, mais qui a un projet de résidence principale. Okay. Et donc, il y a beaucoup de temps à allouer à ce projet de résidence principale. Au bout de 3 appartements, il a aussi pas beaucoup de fonds pour ce projet-là, plus pour sa résidence principale. Donc, ça stagne un petit peu. Petit désaccord quelques mois plus tard, je décide de, tu vois, lui rendre le truc. Okay. Et donc, d'en rester là sur cette société. Et là, je recommence sur une autre société avec des régions bordelaises, avec d'autres associés, des jeunes très chauds. Ouais. Et en fait, c'est comme ça que je fonctionne. Maintenant, je vais m'associer. C'est vraiment un objectif que j'ai plus avec le temps. C'est de m'associer, de prendre des petites parts pour aider éventuellement des personnes que j'accompagne, passer de 10 appartements, tu vois, ils ont déjà fait leurs preuves, à 30, 40, 50 en mettant vraiment une vraie structure, en mettant des vrais process, etc. Et tu vois, prendre une petite part dans leur société, m'associer comme ça. C'est aussi ça le but. Mais je ne te cache pas que j'ai hâte aussi revenir en France pour être sur le terrain et avoir la tête encore dans les locations. Est-ce que je vais le regretter? Parce que tu sais, quand tu l'as plus, tu te dis voilà. Et puis, ça te manque et quand tu l'as, t'en peux plus. Ouais, c'est ça. On verra, mais après. Quand l'envie est là, en général, il faut la suivre et puis après, elle est là le temps qu'elle est là. Et puis une fois que si tu as les problèmes, une fois que tu es dedans, t'avises. Ouais, non, mais c'est jamais fou. Voilà, tout est possible, tout est envisageable et tu t'adaptes tout le temps. C'est ça mais ça, c'est un beau mindset. C'est un très beau mindset. Et ça m'amène à ma dernière question, passage obligatoire par cette question pour Authentique pour finir. Si tu avais un conseil, ton conseil le plus authentique à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer, ça serait quoi? Peu importe le domaine, peu importe. Si tu veux te lancer, ton conseil le plus authentique. Un mec qui veut se lancer. Là. J'ai pas envie de dire fais-toi accompagner, etc. Parce que ça serait être biaisé, parce que je vends un accompagnement, etc. Et j'ai pas envie de passer pour ça. Bien sûr, ouais. Ça serait le conseil quand même numéro 1. Ouais. Parce que t'as le droit de le dire, de toute façon. C'est important. Je vais peut-être trouver quelque chose aussi peut-être de plus original, mais voilà, je l'ai dit, j'ai toujours avancé au rythme des accompagnements que j'ai faits. Maintenant, je pense qu'il faut arrêter de penser qu'il y a un truc, qu'il y a des barrières en fait qui n'existent pas. Il y a tellement de gens qui se bloquent avec des trucs qui existent absolument que dans leur tête, comme des gens qui sont en région parisienne, qui ont un boulot que moi j'accompagne en sous-loc, qui sont en boulot qui ne leur plaît pas forcément, etc. Ils me disent je vais me lancer sous location, etc. Pour développer ça en région parisienne. Je dis région parisienne c'est bien, mais c'est un peu plus compliqué en sous-loc. Ouais. Déménage, va dans un endroit, tu vois, un peu comme moi j'ai fait. Ouais, bien sûr. Ah oui, mais je peux pas parce qu'il y a mon chien ou parce que. On a tous une liste d'excuses. L'excuse, finalement, elle n'existe pas vraiment. Et pourtant, si tu déménages, si tu changes d'environnement, etc., il y a peut-être quelque chose d'incroyable qui peut se passer et il y a beaucoup de gens qui se limitent à cause de ça. Ok, super inspirant. Merci beaucoup, Antoine. Merci à toi. Je pense que tu auras aidé pas mal de. Enfin, moi, je trouve que ton parcours est quand même exceptionnel, tout ça, à presque 23 ans, là. c'est énorme. Je sais pas si toi, tu en as conscience, mais moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est ça, c'est ce mindset que tu as. Cette faculté de c'est même pas d'avoir peur de rien, mais voilà, il y a toujours des solutions aux problèmes et puis il faut se bouger en fait. Cette notion de pas le choix pour s'en sortir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le choix, mais qui prennent pas le choix de le faire pour autant, tu vois. Donc, qui ont des barrières, je trouve ça super inspirant. Merci infiniment. On peut te retrouver où un petit peu pour les gens qui aimeraient te suivre un petit peu, on te retrouve où? On peut me retrouver sur Instagram, Antoine.Proust. Sur YouTube aussi, là, je suis à fond sur YouTube. J'essaie de faire du contenu. Alors, désolé pour les gens de TikTok qui scrollent un peu trop vite. Mais c'est du contenu sans montage, vraiment, où je donne tout ce que je sais sur ma chaîne YouTube. Donc, allez retrouver ça. Si ça vous plaît, la sous-location, je parlais essentiellement de ça. Super. Et puis voilà, merci à toi. Super. Merci beaucoup pour cet épisode. Je pense que tu vas inspirer plein de monde. Les amis, n'hésitez pas à le liker, le partager à vos amis, à vos proches. Vous pouvez en décliquer plus d'un. Et puis nous, on se retrouve chaque mercredi à midi pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les amis.